Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau cours sur l'immobilisation des enzymes. Le plus souvent dans les industries, que ce soit agroalimentaire, pharmaceutique, chimique ou autre, les enzymes sont utilisées d'une manière immobilisée et non pas sous forme d'enzymes libres. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les enzymes immobilisées, c'est quoi leur type, leurs caractéristiques et le plus important, les différentes méthodes d'immobilisation d'enzymes. Donc, on va commencer tout d'abord par une petite définition des enzymes immobilisées. C'est quoi une enzyme immobilisée? Bon, les enzymes immobilisées, c'est des enzymes liées par des moyens physiques ou bien chimiques, ou bien dans certains cas par le biais des deux, c'est-à-dire par une façon chimique et physique en même temps, sur une surface ou bien à l'intérieur d'un support. C'est très important, il faut faire très attention concernant ça. C'est-à-dire que l'enzyme, elle est liée soit d'une façon physique, chimique, dans certains cas les deux ensemble, et ça dans le but d'améliorer l'immobilisation ou bien la fixation de l'enzyme c'est-à-dire sur la surface ou bien à l'intérieur d'un support. Donc, l'immobilisation d'enzymes, tout simplement, c'est une technique de fixation d'enzymes. Maintenant, la fixation, elle s'effectue soit par manière physique, soit chimique. La deuxième chose la plus importante, c'est la façon de fixation. L'enzyme, elle est fixée soit à la surface ou bien à l'intérieur du support. Donc, quand on parle d'un système enzymatique immobilisé, on parle principalement de trois composants essentiels qui sont d'une part l'enzyme, la matrice ou bien le support, c'est la même chose, et le mode de fixation, c'est-à-dire le moyen de fixation. Est-ce qu'elle est fixée d'une manière physique, chimique ou bien une combinaison des deux? C'est clair? Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on choisir une matrice ou bien un support? Comment on se base pour avoir? Donc, les caractéristiques de la matrice sont d'une importance capitale pour déterminer la performance du système immobilisé. Donc, les propriétés du support idéal pour l'immobilisation comprennent en premier lieu la résistance physique à la compression, c'est-à-dire que le support ou bien la matrice doivent être résistants d'une manière physique, qui résiste principalement à la compression, parce que le plus souvent, comment peut-on préparer un support? Le support, on va le voir par la suite, c'est quoi sa nature? C'est un composé, soit chimique, soit organique, qu'on va le préparer sous forme d'un support. Donc, il doit avoir une certaine résistance physique. La deuxième des choses, c'est l'hydrophilie. L'hydrophilie, c'est-à-dire il doit être hydrophile, c'est-à-dire il supporte l'eau. Pour quelle raison, à votre avis? Durant la vidéo précédente, on a vu les différentes formes d'enzymes. Les enzymes solides sous forme de poudre, granulées. La deuxième forme, c'était les enzymes liquides, le liquide concentré. D'accord? Donc, le plus souvent dans les industries, on utilise des enzymes sous forme liquide. Et par conséquent, le support ou bien la matrice doivent être hydrophiles afin d'avoir un bon fonctionnement de notre système enzymatique immobilisé. La troisième des choses, c'est l'inertie vis-à-vis des enzymes, c'est-à-dire que le support doit être inerte chimiquement. Inerte, c'est-à-dire il ne réagit pas avec l'enzyme. C'est-à-dire que l'enzyme, quand elle se lie à la surface ou bien à l'intérieur de notre support, il ne doit pas y avoir une réaction chimique entre les deux. Le quatrième point, c'est la facilité de production, c'est-à-dire la transformation d'un composé X en support. Un composé chimique ou bien un composé organique, la même chose, c'est-à-dire il doit être maniable. Maniable, facilement modelable, c'est-à-dire on peut le modeler comme on veut. Et on appelle ça la facilité de production. Le cinquième point, c'est la biocompatibilité, c'est-à-dire c'est la capacité de liaison. Liaison entre quoi et quoi?
On a parlé lors de la définition que l'immobilisation des enzymes, elle est basée sur la fixation de l'enzyme sur le support. La fixation, elle s'effectue par le biais de liaisons, les différents types de liaisons. Donc, la liaison entre l'enzyme et le support doit être compatible. Compatible comment? On parle principalement ici des groupements fonctionnels. Les groupements fonctionnels qui sont responsables d'engendrer des liaisons par rapport ou là, entre le support et l'enzyme. Le sixième point, c'est la résistance aux attaques microbiennes, c'est-à-dire que le support doit être inerte vis-à-vis les réactions microbiennes ou bien bactériennes. C'est-à-dire qu'il doit être résistant, il ne doit pas être contaminé, il doit avoir une certaine activité antimicrobienne. Le septième point, c'est la stabilité. Quand on parle de la stabilité, on parle principalement de la stabilité chimique, c'est-à-dire le support doit être stable par rapport à la dégradation chimique, la dégradation par les différents solvants, acides, bases. Et en même temps, on parlera de la stabilité thermique, c'est-à-dire la stabilité par rapport à la chaleur. Quand on parle de la chaleur, soit par la haute température, ou même la stabilité thermique à haute température ou bien à basse température, c'est-à-dire que le support ne doit pas être affecté par la température ni par les différents composés chimiques. Le huitième point, c'est la rigidité structurale, c'est-à-dire que le support doit être rigide. D'accord? Pour quelle raison? C'est pour faciliter la fixation de l'enzyme sur le support. D'accord? Il doit être rigide et solide. Le neuvième point, c'est la durabilité. La durabilité dans le temps, c'est-à-dire quand on utilise la matrice ou bien le support, on va l'utiliser durant plusieurs cycles, d'accord, de production, de réaction, ou de réaction enzymatique. Donc le support, il doit être résistant pour l'utiliser plusieurs fois, pour ne pas gaspiller de l'argent. Donc on ne peut pas utiliser un support une seule fois, par la suite on le jette. Non, on doit l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, on doit avoir un support qui a une durabilité importante. Le dixième point, c'est la disponibilité à faible coût, c'est-à-dire c'est le coût, l'argent. On parle principalement d'un support moins cher. Le plus souvent, on opte vers les supports ou bien les matrices moins chères. Maintenant, on passe aux différents types de supports. On a dit support, matrice, c'est la même chose. Les supports sont classés en deux grands groupes, les supports organiques et les supports inorganiques. D'accord? Donc, les supports organiques à leur tour sont divisés en deux catégories, les polymères naturels et les polymères synthétiques. Naturels, c'est-à-dire on les rencontre naturellement, bon, bien sûr dans la nature, et les polymères synthétiques, c'est les polymères synthétisés dans les industries. Quant aux supports inorganiques, sont également divisés en deux catégories, les minéraux naturels et les matériaux transformés. On commence tout d'abord par les supports organiques. Donc les supports organiques sont classés en polymères naturels. Les polymères naturels, c'est des macromolécules biologiques, c'est-à-dire synthétisées d'une manière naturelle. Et ils sont classés en différentes catégories. On a les polyosides. Les polyosides, c'est les polysaccharides, comme le cas d'acétate de cellulose, dextrane, nitrate de cellulose. On a la catégorie des protéines, comme le cas de collagène et d'albumine. Et on a le carbone, comme le cas de charbon activé. Le charbon activé, c'est une matière carbonée à structure poreuse. Elle est utilisée dans différents domaines. Parmi ces domaines, on l'utilise pour la fixation d'enzymes. Elle est utilisée également dans le traitement des eaux usées et ainsi de suite. D'accord? Donc, concernant ces détails, vous les rencontrez dans le polycopier sous forme PDF, pages 2 et 3. Bon, concernant les polymères synthétiques, c'est des molécules, des macromolécules synthétisées chimiquement. C'est comme le cas de polyacrylamide, de polyéthylène, polypropylène, polystyrène et ainsi de suite. Il y a une panoplie de polymères synthétiques.
Maintenant, on passe aux supports inorganiques. Les supports inorganiques comprennent principalement les minéraux naturels, comme le cas de la bentonite. La bentonite, c'est de l'argile colloïdale. Elle est utilisée principalement dans le traitement des eaux, d'accord? Et bien sûr, elle est utilisée dans notre cas pour l'immobilisation des enzymes. C'est des minéraux qu'on le rencontre dans la nature, d'accord? Et on a les matériaux transformés chimiquement dans les industries, comme le cas de verre, le verre poreux, d'accord? Le verre, c'est un très bon support inorganique. Maintenant, la question qui se pose, dans le cas d'immobilisation d'enzymes, est-ce qu'on opte pour le support organique ou bien inorganique? Pour chaque catégorie, elle possède ses propres avantages et inconvénients. Quand on parle des supports inorganiques, ils sont généralement plus stables. Quand je dis plus stables, bien sûr par rapport aux supports organiques. Plus stable, je parle principalement de la résistance vis-à-vis les composés chimiques. Résistant par rapport au changement de température, c'est-à-dire on parle ici de la résistance thermique. Résistant par rapport aux attaques microbiennes, bactéries, autres micro-organismes. Résistance à l'usure, c'est-à-dire l'usure par rapport à le temps. D'accord? Usure. Et on parle principalement, l'avantage le plus important par rapport aux supports inorganiques, c'est le coût. Les supports inorganiques possèdent un coût faible, c'est-à-dire ils sont moins chers que les supports organiques. Mais l'inconvénient majeur des supports inorganiques, c'est le type de fixation. Quand je dis fixation, c'est la fixation de l'enzyme sur le support. La fixation, elle est, la fixation, elle s'effectue d'une manière non covalente. C'est-à-dire la fixation covalente, c'est-à-dire par le biais d'une double liaison, d'une liaison covalente. Elle est assez difficile à cause de la faible réactivité. Les composés inorganiques sont connus par leur faible réactivité, leur réactivité chimique, d'accord? Par opposition aux supports organiques qui ont une très forte activité ou bien réactivité. C'est-à-dire la réactivité, c'est l'interaction avec une autre molécule. Et par conséquent, quand on parle des supports organiques, la fixation, elle est covalente. Donc, elle est beaucoup plus stable que les supports inorganiques. Donc, comme vous voyez ici, les supports organiques et inorganiques, tous les deux possèdent des avantages et des inconvénients. D'accord? Maintenant, la question la plus importante par rapport à notre cours, c'est l'avantage des enzymes immobilisées. Bon, la question qui se pose ici, c'est quoi l'avantage d'une enzyme immobilisée par rapport à une enzyme libre? Bon, une enzyme immobilisée, elle permet d'améliorer la stabilité de l'enzyme. D'accord? Pour quelle raison? Parce que l'enzyme immobilisée, c'est une enzyme fixée. Et vu qu'elle est fixée, donc elle est beaucoup plus stable qu'une enzyme qui se trouve en suspension. C'est clair, l'enzyme libre. La deuxième des choses, c'est la durée de vie plus longue. Quand on dit durée de vie plus longue par rapport à l'enzyme libre. Bien sûr, ici, si on parle de la même enzyme, une enzyme immobilisée et une enzyme libre. L'enzyme immobilisée, elle a une durée de vie plus longue que l'enzyme libre. Je vais expliquer pour quelle raison. Bon, l'enzyme immobilisée, ou bien l'immobilisation, elle se traduit par une augmentation très significative de la stabilité de l'enzyme, en raison de la préservation de la structure tridimensionnelle. Donc, l'enzyme, quand elle est, fixée ou bien immobilisée, l'activité de l'enzyme, elle est préservée parce que la structure ou le site actif de l'enzyme, il est préservé, il est à l'abri. Par opposition à l'enzyme libre qui est exposée aux différents chocs. Et par conséquent, sa durée de vie, elle est moins importante que celle de l'enzyme immobilisée ou bien fixée.
Le troisième point, c'est la récupération d'un produit sans enzyme. La récupération d'un produit sans enzyme. Je vais expliquer ce point. Et le quatrième point, je vais le dire par la suite, je vais expliquer les deux à la fois. C'est l'utilisation répétée de la même enzyme dans la mesure du possible. Bon, quand on parle d'une enzyme libre, imaginez une suspension, une solution dans laquelle on va mettre l'enzyme plus le substrat. Après la cinétique enzymatique, on va avoir quoi? Le produit. Donc, pour purifier le produit, donc la solution finale, elle comprend quoi? Elle comprend le produit et l'enzyme. Donc, pour avoir le produit, on doit commencer tout d'abord par une étape de purification. Une étape pour éliminer l'enzyme et d'avoir uniquement le produit. Donc, pour passer par là, il faut du matériel et des réactifs. Une opération qui est assez coûteuse. Quand je dis coûteuse, et en même temps, coûteuse par rapport à l'argent et même coûteuse quand on parle du temps. Parce que le temps, dans l'industrie, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand on perd du temps, on a perdu de l'argent dans l'industrie ou dans les différents types d'industrie. Par contre, quand l'enzyme elle est immobilisée sur un support ou une matrice, donc à la fin de la réaction enzymatique, on va avoir le produit. Donc on va juste enlever le support qui contient l'enzyme fixée et on va avoir le produit final. Donc on n'aura pas recours ici à une étape de purification. Pour quelle raison? Parce qu'on a déjà le produit pur, sans enzyme. C'est pour cette raison-là qu'on a parlé d'un produit sans enzyme. Et ça, c'est parmi les avantages des enzymes immobilisées par rapport aux enzymes libres. Exactement. Et c'est l'utilisation répétée de la même enzyme. Parce que quand l'enzyme elle est immobilisée sur le support, à la fin de la cinétique enzymatique, on va juste prendre le support et on va refaire un nouveau cycle. Tandis que si l'enzyme elle est libre, lors de la purification, lors de la séparation de l'enzyme du produit, on va perdre de l'enzyme. Et pour cette raison-là, la répétition n'est pas assez importante pour l'enzyme. À chaque cycle, on va perdre une concentration de l'enzyme. À chaque cycle, à un moment donné, on va perdre toute la concentration enzymatique. D'accord? C'est pour cette raison-là, quand on parle de l'enzyme immobilisée, on parle de l'utilisation répétée. Parce que l'enzyme, elle est fixe. Donc, on va juste prendre le support et on va répéter la cinétique. Donc, là, c'est la conclusion. Donc, on va compenser le coût de purification, comme j'ai expliqué précédemment. Donc, on ne va pas procéder à une étape de purification de produits pour enlever l'enzyme. D'accord? Ça, c'est la conclusion. Le cinquième point, plutôt le sixième point qui est assez important, c'est la possibilité de mettre fin à la réaction à tout moment. C'est-à-dire que à tout moment, on peut stopper la réaction. Comment? On va juste prendre le support sur lequel on a fixé l'enzyme et la réaction ou bien la catalyse enzymatique se terminera. C'est facile. Donc, on peut mettre fin, c'est-à-dire on peut arrêter la cinétique ou la réaction enzymatique à tout moment. Par contre, si l'enzyme elle est libre dans la solution, on ne peut pas arrêter la réaction enzymatique. Pour arrêter la réaction enzymatique, on doit tirer ou bien purifier l'enzyme. Et pour purifier l'enzyme, on doit avoir recours à une technique de purification, comme la dialyse, la centrifugation, l'ultracentrifugation. Donc, on va perdre d'un côté le temps et d'un autre côté l'argent. D'accord? C'est pour cette raison-là que les enzymes immobilisées sont beaucoup plus préférables que les enzymes libres. Donc, dans les industries, on va gagner beaucoup de temps et le plus important, beaucoup d'argent. Et c'est ça le but principal d'une industrie, c'est de gagner de l'argent. Bon, maintenant on passe aux méthodes d'immobilisation. Bon, concernant les méthodes d'immobilisation, comme j'ai expliqué précédemment, il y a des techniques d'immobilisation physique et d'autres chimiques. La question qui se pose ici, quelle méthode on choisit pour l'immobilisation de notre enzyme, vu qu'il existe diverses méthodes? Bon, la question ou bien la réponse, c'est qu'il n'existe pas de méthode parfaite pour l'immobilisation d'enzymes.
Pour la simple raison que chaque méthode, elle présente des avantages et des inconvénients. Donc, le choix d'une méthode dépend principalement de l'application finale donnée à l'enzyme, c'est-à-dire l'issue de notre enzyme, la capacité de la matrice. Quand je parle de la capacité de la matrice, je parle principalement de type de liaison, c'est-à-dire la technique de liaison. Et quand je dis technique de liaison, je parle principalement de la manière de liaison effectuée. Est-ce qu'il s'agit d'une liaison simple, une liaison covalente ou autre, adsorption ou autre technique qu'on va voir juste après. Le troisième point, c'est la stabilité mécanique et chimique de la matrice. C'est-à-dire, on doit plutôt s'intéresser à la stabilité mécanique et physique, bien sûr, et principalement chimique de notre matrice. C'est-à-dire qu'elle doit être inerte chimiquement, et rigide, solide, et ainsi de suite. Le plus important, j'ai écrit ça en rouge, c'est le coût de la matrice. C'est-à-dire que, dans certains cas, on doit, si j'ai deux matrices, l'une elle est chère, l'autre elle est moins coûteuse et qui présentent presque les mêmes caractéristiques, bien sûr la logique, c'est de choisir la matrice la moins chère. Et la difficulté de l'activation de support. C'est-à-dire, dans certains cas, on a besoin d'activer le support. On va voir ça en détail par la suite. Mais l'activation de support, dans certains cas, elle est un petit peu difficile et elle nécessite des agents activateurs. Donc, on va voir la difficulté de l'activation de notre matrice. D'accord? Donc, on doit voir tous ces paramètres-là pour choisir une méthode d'immobilisation ou non. Un autre paramètre que je n'ai pas cité ici, c'est la nature ou le type d'enzyme. Dans certains cas, pour chaque type d'enzyme, il est adéquat d'utiliser de telle ou telle méthode d'immobilisation et non pas d'autres. Donc, on doit obligatoirement voir l'enzyme qu'on va utiliser. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, le plus souvent, on a des méthodes physiques, chimiques. Dans certains cas, on a une combinaison. On combine deux méthodes, une méthode physique et chimique. Et ça, pour avoir et pour assurer une meilleure fixation de l'enzyme sur la matrice. On parle ici d'une double immobilisation. Une double immobilisation. Pour quelle raison double immobilisation? Parce qu'on a opté pour deux méthodes d'immobilisation simultanément, en même temps. On commence tout d'abord par l'immobilisation chimique. Donc, dans cette partie-là, on va voir différentes techniques. La première technique, c'est la liaison covalente avec le support. On appelle ça également le greffage covalent. Donc, comme son nom l'indique, donc à votre avis, la liaison entre l'enzyme et le support, elle est de quel type? Exactement, elle est covalente. C'est-à-dire, il s'agit d'une double liaison. Donc, le principe de cette méthode d'immobilisation est de faire réagir un groupement fonctionnel libre de l'enzyme avec un groupement fonctionnel du réactif. C'est quoi le réactif? C'est le support ou bien la matrice préalablement activée par liaison covalente. Donc, je vais expliquer cette partie-là. Donc, tout simplement, le greffage covalent, c'est la fixation de l'enzyme, d'accord, sur le support ou sur la matrice. Comment cette liaison peut s'effectuer? C'est une liaison covalente, une double liaison, qui s'effectue entre un groupement fonctionnel libre de l'enzyme et un groupement fonctionnel libre de la matrice. D'accord? Donc, deux groupements fonctionnels. Entre les deux, va y avoir une double liaison et de cette manière, notre enzyme va se fixer sur le support. D'accord? C'est juste que le support ou bien la matrice, elle doit être activée. Et on dit préalablement, c'est-à-dire on doit l'activer avant de la mettre en contact avec l'enzyme. Maintenant, on va voir c'est quoi l'activation et comment on active un support. Mais avant ça, on va voir les groupements fonctionnels du réactif, c'est-à-dire les groupements fonctionnels les plus répandus, les groupements fonctionnels libres avec lesquels l'enzyme peut se lier. Bon, le type le plus répandu, c'est les amines. Je l'ai mis ici en dernier lieu, en dernière position, c'est le NH2. On a le groupement carboxylique COOH, le groupement thiol CH et le groupement hydroxyle OH. C'est les quatre groupements fonctionnels de support et de matrice
avec lesquels le groupement fonctionnel de l'enzyme peut se lier. D'accord? Dans le cas toujours d'un greffage covalent. Maintenant, ces groupements fonctionnels sont très peu réactifs. Je m'arrête très peu réactifs, c'est-à-dire leur réaction vis-à-vis d'autres groupements s'effectue d'une manière très lente et pas vraiment accélérée. D'accord? Donc, de ce fait, ils doivent être activés. Pour quelle raison? C'est pour accélérer la fixation de l'enzyme avec le support. Bien sûr, quand je dis fixation de l'enzyme sur le support, je parle principalement du liaison qui s'effectuera entre le groupement fonctionnel libre de l'enzyme et le groupement fonctionnel libre de support. Donc, vu que les 4 types de liaison, ou bien pardon, de groupements fonctionnels, c'est des groupements fonctionnels peu réactifs, c'est-à-dire qui n'entrent pas en réaction facilement, donc on doit les stimuler. On doit les activer afin de pouvoir réagir avec le groupement fonctionnel de l'enzyme. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, pour quelle raison on active la matrice et non pas l'enzyme? Peut-être certains d'entre vous posent cette question. Pourquoi on n'active pas l'enzyme? Parce que l'activation du groupement fonctionnel de l'enzyme, parce que certains d'entre vous peuvent me poser cette question. Les groupements amines ou la hydroxyle, carboxyle, ils se trouvent également sur l'enzyme. C'est des groupements fonctionnels libres qu'on rencontre chez l'enzyme. Pour quelle raison on active le groupement fonctionnel de support et non pas celui de l'enzyme? Bon, la réponse est simple, parce que si on active le groupement fonctionnel de l'enzyme, on peut conduire à la dénaturation de l'enzyme. On peut perturber la structure de l'enzyme. Et par conséquent, on opte le plus souvent à une activation de la matrice. Parce que la matrice, là, le support, c'est un support certes organique ou inorganique, mais c'est un support. D'accord? C'est pas une biomolécule. D'accord? Donc, on ne peut pas l'altérer. Plus, déjà le support, j'ai expliqué précédemment que parmi les points positifs ou les points qu'on doit garantir pour un support, c'est la rigidité, c'est la stabilité. La stabilité vis-à-vis des différents types de perturbations chimiques, physiques, mécaniques ou autres. C'est clair? Maintenant, quand on parle de greffage covalent, on parlera principalement de type d'immobilisation. D'accord? Quand on parle de type d'immobilisation, toujours par liaison covalente. C'est-à-dire que ici, je vais expliquer les deux sous-groupes de l'immobilisation par greffage covalent. On a ce qu'on appelle l'immobilisation directe et l'immobilisation par bras espaceurs. On commence tout d'abord par l'immobilisation directe. Bon, dans le cas de l'immobilisation directe, on doit avoir recours à un support sur lequel les enzymes vont se fixer d'une manière covalente. Mais la fixation ici, c'est une fixation directe. C'est direct. L'enzyme, il est fixé directement sur le support par le biais d'une liaison covalente, sans l'ajout d'aucune molécule. Donc, l'immobilisation par liaison covalente, dans le cas d'une réaction directe, c'est un système stable. Pour quelle raison stable? Parce qu'il permet d'éviter la perte d'enzyme pendant l'utilisation, parce que l'enzyme, elle est fixée sur le support. Mais le système enzymatique obtenu, c'est un système enzymatique. Le système enzymatique, c'est quoi? C'est le support plus enzyme. On appelle ça système enzymatique. Donc, le système enzymatique obtenu par cette méthode présente généralement une activité plus faible que l'enzyme libre. C'est-à-dire, par rapport à l'activité enzymatique, l'enzyme libre donne plus de rendement que l'enzyme immobilisée. Et ça, c'est un inconvénient de cette méthode. C'est clair? Maintenant, la question qui se pose, pour quelle raison l'activité ici, elle est moins importante que l'enzyme libre? Parce que l'enzyme, on a ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Parce que les enzymes, quand elles sont fixées sur le support, ils vont créer un certain encombrement, izdiham. Et par conséquent, comme j'ai expliqué précédemment, et par conséquent, la fixation
des enzymes sur le support rigide réduit l'accessibilité du substrat au site actif. Donc là, le substrat, quand il veut entrer en contact avec le site actif, dans certains cas, il ne peut pas atteindre le site actif. Peut-être le site actif, il se trouve ici. D'accord? Donc le substrat, il ne peut pas regagner le site actif. Et par conséquent, l'enzyme, elle ne peut pas catalyser le substrat. Et par conséquent, on ne peut pas avoir le produit. Donc, le rendement baisse. Par opposition à l'enzyme libre, elle est libre. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de support. Et par conséquent, le site actif, il est accessible. Le substrat peut facilement se lier à l'enzyme et engendrer le produit. D'accord? Je vous donne ici l'exemple de la ribonucléase. La ribonucléase immobilisée sur l'agarose, c'est-à-dire un type de support, subit une baisse d'activité de l'ordre de 10 jusqu'à 75% par rapport à l'enzyme libre. Imaginez une ribonucléase libre, une ribonucléase immobilisée, elle va perdre son activité jusqu'à 75%. Selon la nature du substrat traité. C'est-à-dire en fonction de la nature de substrat que la ribonucléase, elle va catalyser. D'accord? Donc, cette méthode-là, certes, elle est facile, mais elle présente comme inconvénient majeur la perte de l'activité. La deuxième technique, et c'est la technique la plus utilisée, d'accord? Parce que pour remédier au problème de la technique précédente, ils ont inventé cette technique-là. Cette technique, elle est appelée la technique du bras de support ou bien le bras espaceur. On va voir, cette technique, elle est basée sur quoi? Bon, la technique de bras espaceur, c'est une technique qui permet d'utiliser un réactif intermédiaire qu'on appelle agent d'activation. Agent d'activation, c'est l'agent qui va activer le support ou bien la matrice. Bon, c'est quoi le rôle de l'agent, le réactif intermédiaire ou bien l'agent d'activation? Il va être combiné d'une part au support et d'une autre part à l'enzyme pour bien sûr former à la fin une double liaison. Je répète cette partie-là. Donc, l'agent activateur est capable de former une liaison covalente entre le support et l'enzyme. L'enzyme, c'est celle-là, d'accord? Elle les boules. Et voici le support. Donc, l'agent activateur, il va combiner à la fois le support et l'enzyme. D'accord? Vous voyez ici, pour quelle raison on a appelé bras espaceur? Parce qu'il permet de donner un certain espace. L'enzyme, elle n'est pas fixée directement sur le support, comme le cas précédent. Ici, l'enzyme, elle se trouve un petit peu loin de support, grâce à l'agent d'activation. Mais ça reste toujours une liaison covalente. C'est juste que ici, la liaison covalente, elle s'effectue après l'intervention de notre agent d'activation. Donc, l'agent d'activation, il permet de fixer l'enzyme à une certaine distance du support et d'avoir une meilleure accessibilité de l'enzyme à son substrat. Vous voyez ici, donc l'enzyme, elle se trouve loin de support. Et par conséquent, vous voyez ici, l'enzyme, elle est presque, je dirais pas libre, mais elle est accessible. Accessible à quoi? Accessible au substrat. Donc le substrat, il peut se lier, vous voyez, facilement au site actif. Parce que l'enzyme, elle n'est pas entassée, elle n'est pas fixée directement. Donc là, le site actif, il n'est pas caché. Donc cette technique-là, elle a remédié les inconvénients de la technique précédente. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, les agents d'activation. J'ai parlé d'un agent d'activation. Mais il s'agit de quoi? Tout simplement, il s'agit de molécules chimiques. Donc, vous voyez ici dans le PDF, dans le document que j'ai posté sur mon site professionnel, vous voyez ici le tableau, mais vous n'êtes pas censé de savoir ça. Bon, je m'excuse. Donc, les agents activateurs les plus couramment utilisés à l'heure actuelle, c'est le bromure de cyanogène et le glutaraldéhyde. Le bromure de cyanogène et le glutaraldéhyde. Il existe d'autres molécules, mais on ne va pas les traiter aujourd'hui.
Bon, le bromure de cyanogène, vous voyez ici, j'ai écrit groupement fonctionnel, enzyme support. C'est-à-dire, on a le groupement fonctionnel qui va interagir de la part de support avec le groupement fonctionnel libre de l'enzyme. Dans le cas de bromure de cyanogène, il va d'une part se lier à l'enzyme via le groupement amine NH2 et d'une autre part avec le support via le groupement hydroxyle OH. Tandis que le glutaraldéhyde, il va se fixer que ce soit sur le groupement fonctionnel libre de l'enzyme ou bien de support par le biais d'un groupement amine NH2. C'est clair? Donc chaque agent activateur, il possède ses propres groupements fonctionnels de liaison. Dans le cas de glutaraldéhyde, c'est le même groupement. Dans le cas de bromure de cyanogène, on a deux groupements différents. D'accord? Bon, concernant le support ou bien le type de support, ici, on a différents types de matrices ou de supports. On a les matrices naturelles, quand je dis naturelles organiques ou bien inorganiques, et on a toujours les synthétiques. J'ai expliqué précédemment ça. J'ai cité ici l'exemple de Cefadex, agarose, cépharose, cellulose concernant les molécules naturelles. Synthétique, on a l'acrylamide et inorganique, on a le verre ou bien l'alumino-silicate. L'alumino-silicate, c'est du silicium, silice, plus combiné à l'aluminium. D'accord? C'est un type de verre. C'est toujours du verre poreux. C'est-à-dire qu'il contient une certaine porosité pour avoir une bonne fixation de l'enzyme sur le support. Bien sûr, le choix de la technique ou bien le support, il dépend de la nature de mon procédé, en fonction aussi de l'enzyme, d'accord, qui va catalyser ma réaction enzymatique, et ainsi de suite. J'espère que c'est clair concernant le bras espaceur par rapport au greffage covalent direct. Dans le cas du greffage covalent direct, l'enzyme, elle va se fixer directement sur le support par le biais d'une liaison covalente. Tandis que pour la technique de bras espaceur, l'enzyme, elle va se fixer toujours sur le support par le biais d'une double liaison, par une liaison covalente, mais suite à l'intervention d'un bras espaceur. Le bras espaceur, c'est qui? C'est l'agent d'activation. Donc l'agent d'activation vient se fixer d'une part sur le support, d'une autre part sur l'enzyme. Et bien sûr, j'ai cité ici les deux types les plus répandus d'agents activateurs et les groupements fonctionnels libres avec lesquels il va se lier d'une part et d'autre avec l'enzyme ou bien le support. J'espère que c'est clair. Bon, maintenant on passe aux avantages et inconvénients de cette technique. On commence tout d'abord par les avantages. Le premier avantage, c'est la fixation permanente de l'enzyme. Pour quelle raison permanente? On sait très bien que la double liaison, bien la liaison covalente, c'est une liaison forte. Et par conséquent, l'enzyme, quand elle est liée à notre matrice par une double liaison, cette liaison, elle est permanente. Et par conséquent, l'enzyme, il est vraiment stable sur le support. On risquera pas de le perdre. Le deuxième point, c'est la stabilité de l'enzyme. Pour quelle raison la stabilité ici, elle est importante? Parce que l'enzyme, elle est fixée d'une manière permanente et par conséquent, elle est stable. On ne peut pas la libérer facilement, donc elle est stable. Et par conséquent, une conséquence de la stabilité, c'est l'augmentation de la durée de vie. D'accord? J'ai expliqué ça précédemment. Le troisième paramètre, c'est la grande variété de supports. Les supports que j'ai cités précédemment. Donc, on peut utiliser des supports organiques, inorganiques, naturels ou bien synthétiques. D'accord? Donc, tous les supports sont permis. Par contre, cette méthode également, elle présente des inconvénients. Donc, l'inconvénient majeur, c'est c'est l'importance de l'activité enzymatique. Donc, l'enzyme immobilisée par greffage covalent, elle a une activité enzymatique moins importante, c'est inférieure à celle de l'enzyme libre. Et on a expliqué pour quelle raison.
La deuxième des choses, c'est les réactifs indispensables au greffage, les agents d'activation, comme le cas du glutaraldéhyde et le bromure de cyanogène, pardon. Dans certains cas, ils peuvent dénaturer l'enzyme, c'est-à-dire ils peuvent perturber la structure de l'enzyme et par conséquent peuvent provoquer une perte de l'activité enzymatique. Ça, c'est un inconvénient important et majeur. Le troisième inconvénient, c'est la longueur de l'expérience, c'est-à-dire l'activation de l'activation de support nécessite un certain temps. Et par conséquent, là, on va perdre du temps. Et comme j'ai expliqué précédemment, dans les industries, long, c'est de l'argent. Et la complexité de la technique, parce qu'on aura recours à l'achat d'un agent réticulant, on doit activer le support et ainsi de suite. Donc la technique là, elle est un petit peu complexe. D'accord? Ça, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients du greffage covalent. La deuxième technique, toujours chimique, d'immobilisation, c'est la réticulation et la co-réticulation. La réticulation, c'est quoi? La réticulation, comme son nom l'indique, elle repose sur l'utilisation d'un agent réticulant. Un agent réticulant. L'agent réticulant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de lier les enzymes entre elles par des liaisons covalentes. Donc, si vous avez remarqué ici, la deuxième méthode d'immobilisation chimique, elle aura recours également à des liaisons covalentes, c'est-à-dire à des doubles liaisons. Mais dans cette méthode, on aura recours non pas à un agent d'activation, mais à un agent réticulant. Le deuxième point assez important concernant cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de matrice de support. J'ai expliqué précédemment que le système enzymatique, il comprend trois principaux axes. L'enzyme, d'accord? L'enzyme plus le support plus la méthode de fixation. Imaginez que pour cette méthode, on n'a pas de matrice ou de support. Maintenant, la question qui se pose, comment l'enzyme va se fixer? On va expliquer ça. On va commencer tout d'abord par la réticulation, parce que quand on parle de réticulation et co-réticulation, la co-réticulation, donc on a utilisé le préfixe co, c'est comme promoteur, copromoteur. C'est un aide, d'accord? Donc la co-réticulation, c'est une sous-classe de la réticulation. Donc la réticulation, en anglais, c'est le cross-linking, d'accord? Maintenant, comment on procède lors de la réticulation ou bien le cross-linking? Donc, les enzymes sont liées entre elles par des agents de réticulation ou là, des agents réticulants qui vont conférer une liaison covalente. Donc, afin de former un réseau enzymatique tridimensionnel, 3D, et qui, contrairement à l'enzyme libre, il est insoluble. Donc, le complexe, le réseau enzymatique formé, il est insoluble. Vous voyez ici, donc, les nuages à dos, ils représentent l'enzyme. Ici, en vert, c'est l'agent réticulant. Donc, vous voyez, l'agent réticulant, il va lier les enzymes entre elles pour former à la fin un réseau enzymatique tridimensionnel, d'accord, qui est insoluble. Et par conséquent, l'enzyme, elle n'est pas vraiment fixée sur un support, mais elle a une certaine stabilité. Pour quelle raison? Parce que les enzymes sont liées l'une à l'autre. D'accord? Donc, le proverbe dit, l'union fait la force. Vous voyez ici, ça c'est le réseau. Donc, ici, j'ai schématisé juste 9 molécules d'enzymes. Donc, imaginez, on a 50, 60, 100. Donc, le réseau, il est assez important. D'accord? Dans le cas de la co-réticulation, donc, presque c'est la même chose, mais dans le cas de la co-réticulation, ce procédé consiste à associer à l'enzyme, vous voyez ici les boules en vert, d'accord, un agent réticulant qui est représenté ici en bleu, c'est le glutaraldéhyde, ça c'est l'agent réticulant. Donc en plus de l'agent réticulant, on va associer une protéine inerte. Une protéine inerte.
La protéine inerte utilisée dans notre cas, c'est la BSA, c'est l'albumine de sérum bovin. Une protéine inerte, quand je dis inerte, elle est inerte chimiquement, c'est-à-dire elle n'entre pas en réaction avec d'autres molécules, ni avec l'agent réticulant, qui est le glutáraldéhyde, ni avec l'enzyme. D'accord? Donc c'est une protéine inerte. Pour quelle raison on a ajouté la protéine? C'est pour faciliter ou pour améliorer la réticulation. C'est pour cette raison-là qu'elle est appelée coréticulation, parce que on va améliorer la réticulation. Donc on va solidifier le réseau enzymatique formé. Comment cette technique fonctionne? Donc vous voyez ici les boules en vert, c'est les enzymes. Et le bleu, c'est l'agent réticulant. Et voyez ici la boule rouge avec du jaune, c'est la protéine. Donc au lieu l'agent réticulant va lier les enzymes entre elles, non. L'enzyme va se lier tout d'abord à un agent réticulant qui va se lier à une protéine. La protéine va se lier à un agent réticulant et l'agent réticulant, il va se lier à l'enzyme. D'accord? Donc, ici, on va espacer de plus en plus les enzymes de l'un de l'autre. À votre avis, c'est quoi le rôle de l'espacement? L'espacement va contribuer à l'accessibilité de substrats. Donc, le site actif de l'enzyme, il va être plus accessible. Donc, comment dirais-je, les mailles de notre réseau, ils vont être beaucoup plus importants. Et par conséquent, on va avoir une certaine accessibilité. Donc, quand on compare la réticulation par rapport à la coréticulation, c'est une méthode améliorée de la réticulation, où on a utilisé comme co-aide, c'est-à-dire une deuxième aide, une protéine inerte. Bon, dans le cas de la coréticulation, l'agent réticulant le plus utilisé, c'est le glutáraldéhyde et la protéine, c'est la BSA. On peut rencontrer d'autres agents réticulants, d'autres protéines, mais j'ai cité un seul exemple ici. J'ai cité l'exemple le plus répandu et le plus utilisé dans les différentes industries. Mais vous devez savoir tout de même l'importance, ou bien, c'est pas l'importance, l'importance du choix de glutáraldéhyde comme agent réticulant, c'est-à-dire pour quelle raison on a opté pour le glutáraldéhyde, parce qu'il est économique, il n'est pas cher du tout, il est stable, on peut obtenir une grande quantité de glutáraldéhyde dans l'industrie, en plus on peut obtenir une grande quantité avec un coût pas du tout cher, d'accord? Et la chose la plus importante, c'est qu'il réagit avec les fonctions amines. Si vous vous souvenez dans le tableau précédent, on a dit que le glutáraldéhyde, il se fixe sur le groupement fonctionnel amine, que ce soit pour l'enzyme ou bien pour le support. Là, on a juste les enzymes. D'accord? Vous voyez ici, le glutáraldéhyde, il se fixe sur le groupement amine de cette enzyme et le groupement amine libre de cette enzyme-là. D'accord? Une autre chose assez importante, on a plusieurs agents réticulants, mais comment dirais-je, la différence entre les agents de réticulation, on a deux différences majeures, c'est les groupes réactifs et la longueur de la chaîne de réticulation. Vous voyez ici la longueur de la chaîne de réticulation. Le glutáraldéhyde, il permet de donner une longueur importante par rapport à d'autres agents réticulants. Pour quelle raison la longueur elle est importante? La longueur elle est importante parce que plus la longueur elle est importante, plus on a une bonne accessibilité, parce qu'on aura un bon espacement. Imaginez la distance entre cette enzyme-là et cette enzyme-là. D'accord? Donc plus l'agent réticulant il est, il est long, il a une chaîne longue, donc plus les deux enzymes sont loin l'une de l'autre, et par conséquent le substrat il va avoir beaucoup plus d'espace, et par conséquent l'activité enzymatique elle est assez importante. Vous voyez maintenant pour quelle raison la coréticulation elle est beaucoup plus préférée que la réticulation ordinaire, parce que quand on ajoute la protéine, donc on va ajouter
de la longueur. Donc en plus de la longueur normale de l'agent réticulant, on va avoir la longueur de notre protéine BASA, qui est une protéine avec un poids moléculaire assez élevé. Maintenant, on passe aux avantages et inconvénients de cette technique. Bon, le principal avantage de cette méthode est sa simplicité. C'est une méthode assez simple parce qu'on n'a pas un support. On va juste mettre en contact les enzymes avec l'agent réticulant, avec la protéine s'il s'agit d'une coréticulation, le substrat et c'est bon. Donc, c'est une méthode assez simple. Et elle offre une bonne stabilité. Donc, l'enzyme, elle est stable. Les enzymes, plutôt le réseau enzymatique, il est stable. Pour quelle raison stable? Parce que les molécules enzymatiques sont liées les unes aux autres. D'accord? Mais quand même, cette méthode-là, elle présente certains inconvénients. Bon, cette technique, elle nécessite une grande quantité d'enzymes. Pour quelle raison? Parce que pour avoir une réticulation suffisante, c'est-à-dire pour avoir un réseau enzymatique important et bon, on aura recours à l'utilisation d'une grande concentration d'enzymes, c'est-à-dire d'une concentration élevée d'enzymes. Donc, plus la concentration d'enzymes elle est importante, plus le réseau enzymatique formé il est important. D'accord? Plus l'enzyme elle est stable, plus l'activité elle est importante. D'accord? Donc, mais c'est un inconvénient parce que c'est une perte parce que les enzymes sont très chères. Vu qu'on va gaspiller une quantité importante d'enzymes, c'est un inconvénient majeur. Cette technique également, elle est associée à une certaine diminution de l'activité enzymatique. Mais bien sûr, la diminution de l'activité enzymatique, elle est rencontrée principalement dans le cas de la réticulation. Donc, pour remédier à cet inconvénient, il est préférable d'opter pour la coréticulation qui, grâce à la protéine inerte, permet d'éviter un contact très étroit entre les molécules enzymatiques. C'est comme j'ai expliqué précédemment. Donc, dans le cas de la coréticulation, donc les molécules enzymatiques sont liées les unes aux autres via l'agent réticulant plus la protéine. Donc, la longueur de la chaîne, elle est beaucoup plus importante. Et par conséquent, les molécules enzymatiques sont espacées et le site actif sera libre et accessible au substrat. On passe à la troisième technique d'immobilisation chimique. C'est l'immobilisation par liaison ionique. Donc, l'immobilisation par liaison ionique est basée sur les interactions ioniques, c'est-à-dire les liaisons ioniques. Entre quoi et quoi? Entre les molécules d'enzymes avec une matrice ou un support chargé cette fois-ci. Donc, si vous avez remarqué, lors de la première, je suis en train de vous résumer et de faire la différence entre les différentes techniques pour vous faciliter la révision. Donc, concernant la première technique, le greffage covalent, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'activation de support. Donc, le support doit être activé par un agent d'activation. La deuxième technique ne comprend pas de support parce qu'on aura recours à la formation d'un réseau enzymatique tridimensionnel qui jouera le rôle en quelque sorte d'un support, mais ce n'est pas vraiment un vrai support. Dans cette troisième méthode de liaison ionique, on aura recours cette fois-ci à un support chargé, d'accord, chargé et non pas activé. Donc, on appelle le plus souvent ce type de support chargé un échangeur d'ions. Un échangeur d'ions. D'ions. Échangeur d'ions, un ion, d'accord? Donc ici, plus la densité de la charge sur le support, elle est importante, plus la quantité d'enzymes est liée à la matrice est importante. Parce que la liaison s'effectue entre quoi? Entre les charges, donc plus, moins, d'accord? Donc vous voyez ici l'enzyme chargée positivement, comment elle se lie sur le support chargé négativement. Donc, plus la charge sur la surface de la matrice ou sur le support elle est importante, plus l'enzyme liée ou la concentration d'enzymes liées est importante. C'est clair? Maintenant, quand on parle des différents types de supports, le support que j'ai cité, c'est un support de type CMC. CMC, c'est quoi? C'est le carboxyméthylcellulose. Carboxyméthylcellulose, c'est un polymère organique.
On l'appelle communément le CM cellulose. CM cellulose, carboxyméthylcellulose, c'est la même chose. C'est un support chargé négativement. On appelle ça un échangeur cationique. Il existe d'autres supports qui sont chargés positivement et on les appelle échangeurs anioniques. Maintenant, comment on choisit entre un échangeur cationique ou anionique? Là, la réponse est simple. Là, tout dépend de la charge de notre enzyme. Si l'enzyme elle est chargée positivement, donc on opte pour un support chargé négativement qui est un échangeur cationique. Dans le cas où l'enzyme elle est chargée négativement, donc on opte pour un support chargé positivement et dans ce cas-là, l'échangeur est de type anionique. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'enzyme elle est chargée positivement ou négativement? Là, pour répondre à cette question, on doit savoir quelque chose qui est le pHi. Le pHi, c'est le pH isoélectrique d'une protéine, vu que les enzymes sont des protéines, parce que principalement ici, on est en train de parler des enzymes protéiques. C'est quoi le pHi? Le pHi, le pH isoélectrique, c'est le pH auquel une protéine a une charge nulle. Une charge nulle, c'est-à-dire il n'y a pas de charge. Mais comment une enzyme peut être chargée positivement ou négativement? C'est en fonction du pH de la solution. Si le pH il est basique, donc la protéine elle est chargée négativement. Si le pH il est acide, c'est-à-dire il est très très bas, donc dans ce cas-là, la protéine, l'enzyme, elle est chargée positivement. C'est clair? Donc tout dépend de pH. C'est pour cette raison-là que l'immobilisation par liaison ionique, elle est très dépendante du pH de la solution. Parce que le pH de la solution, c'est lui qui va conditionner le fonctionnement de cette méthode d'immobilisation. C'est lui qui va conditionner la charge de l'enzyme et c'est la charge de l'enzyme, c'est elle qui va influencer le choix de support. Un support ou un échangeur cationique ou anionique, plus ou moins en fonction de la charge de l'enzyme. Parce que si l'enzyme est positive, le support doit être négatif et vice-versa. Si l'enzyme est négatif, le support doit être positif. C'est clair? Donc, dans ce cas-là, j'ai donné juste l'exemple d'un échangeur cationique, le CMC. On a par exemple un échangeur anionique, c'est le DEAE cellulose. D'accord? C'est cité dans la page 9 du polycopie, mais ce n'est pas important. Donc, il faut juste se concentrer sur les choses que j'ai expliquées dans les vidéos. D'accord? J'espère que c'est clair concernant cette méthode-là. Bon, cette méthode-là, elle présente, comme toutes les autres méthodes précédentes, des avantages et des inconvénients. Pardon. On commence tout d'abord par les avantages de la méthode. Donc, le premier avantage, c'est qu'il s'agit d'une méthode simple. Simple parce qu'on n'a pas assez de choses, on n'a pas de réactifs à ajouter. Donc, quand on n'a pas de réactifs à ajouter, donc c'est une méthode peu coûteuse. D'accord? Donc, elle est facile à manipuler, elle est peu coûteuse parce qu'on n'a pas recours à des agents réticulants ou d'activation qui sont un petit peu chers. Certes, on aura recours à des supports qui sont chargés positivement ou négativement, mais ils ne sont pas vraiment assez coûteux comme le cas des agents activateurs ou les agents réticulants. Autre chose, un truc assez important qu'on n'a pas vu auparavant, c'est la réversibilité. C'est une méthode réversible, c'est-à-dire que le détachement de l'enzyme du support, il est facile. Pour quelle raison à votre avis? Parce que la liaison ionique, c'est une liaison simple, donc elle peut se détacher facilement. À l'opposition de la double liaison, bien la liaison covalente, qui est une liaison assez forte. Et par conséquent, l'enzyme, dans le cas de la liaison ionique, il est facilement détachable. Et par conséquent, elle est réversible. Donc, on peut facilement détacher l'enzyme. D'accord? Pour quelle raison? Pour, par exemple, le fixer sur un autre support. Pour l'utiliser pour une autre méthode d'immobilisation. Donc, on peut considérer ça comme un avantage. Mais on peut le considérer également comme un inconvénient. Pour quelle raison? Parce que imaginez que l'enzyme se détache lors de la catalyse enzymatique. On a perturbé la réaction et par conséquent, on le considère comme un inconvénient. Donc, la réversibilité, elle est considérée à la fois comme un avantage et comme
un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est le changement de la conformation de l'enzyme. D'accord? Parce que la liaison qui s'effectue entre l'enzyme chargée et le support chargé va entraîner un changement. Certes, un changement minime, mais ça reste un changement. La conformation spatiale de notre enzyme, c'est-à-dire lors de la structure tridimensionnelle de notre enzyme. Il y a un risque accru de détachement de l'enzyme de la matrice, comme j'ai expliqué précédemment. Il y a la méthode réversible, c'est clair? Certes, la réversibilité, elle est considérée comme un avantage. Bien sûr, si on voit les choses dans la mesure où on peut utiliser l'enzyme dans d'autres méthodes d'immobilisation ou là dans d'autres procédures. D'accord? Mais lors de la catalyse enzymatique, et spécialement si les conditions sont sous-optimales, c'est-à-dire optimales, principalement le pH et aussi la température. Pour quelle raison j'ai cité ici la température? Parce qu'on sait tous en chimie que la température, elle influence le pH d'une solution. D'accord? Température basse, température haute. Surtout la température haute. Et par conséquent, cette méthode, comme on a déjà vu, elle est très dépendante du pH. Parce que le pH, c'est lui qui va indiquer la charge de l'enzyme. Et c'est la charge de l'enzyme qui va nous dicter la nature de support qu'on doit choisir, cationique ou bien anionique. J'espère que c'est clair concernant ça. C'est de cette manière qu'on a fini avec l'immobilisation chimique. On passe maintenant à l'immobilisation physique. Pardon, je m'excuse, c'est l'incorporation de l'enzyme dans une matrice de gel. Donc l'enzyme ici, elle est incorporée à l'intérieur. Donc si vous vous souvenez, lors de la définition, j'ai dit que l'enzyme immobilisée, elle est liée à la surface ou à l'intérieur du support. Là, c'est le cas de l'inclusion. Parce que l'enzyme, ici en rouge, elle est à l'intérieur du gel représenté en gris. Donc la maille de la matrice, la maille, il y a la taille de pore de la matrice, d'accord? Elle permet au substrat et au produit de passer librement à travers, mais elle permet de retenir l'enzyme de manière purement physique à l'intérieur. C'est-à-dire que la logique des choses, que les mailles, c'est-à-dire les mailles, d'accord, les pores, il permet le passage de substrat à l'intérieur et le passage du produit, c'est-à-dire le produit et le substrat peuvent sortir et entrer d'une manière libre, tandis que l'enzyme doit être emprisonnée à l'intérieur. D'accord? Pour quelle raison l'enzyme elle doit rester à l'intérieur? Pour catalyser les réactions enzymatiques. Et pour quelle raison le substrat et le produit il est libre? Parce que pour avoir une bonne accessibilité du substrat, pour avoir le contact substrat-enzyme, et le produit c'est pour libérer le produit, pour ne pas piéger le produit à l'intérieur. Sinon on ne peut pas avoir le produit. C'est clair? Maintenant, comment peut-on avoir cette forme-là? Donc, on doit avoir ce qu'on appelle la polymérisation de gel. Donc, la polymérisation de gel, elle est effectuée directement dans la solution enzymatique. Donc, on va préparer une solution d'enzyme, d'accord? Bien sûr, une solution d'enzyme concentrée. Bien sûr, on doit optimiser les conditions, surtout de pH et de température. Et par la suite, on va ajouter un agent, ou une solution, qui contient un agent de monomère qui est ensuite polymérisé et conduit à la formation d'un réseau au sein duquel l'enzyme est piégée. Je répète, on va avoir recours à une solution enzymatique dans laquelle on va ajouter des monomères, c'est-à-dire le gel tana, d'accord, les monomères. Le monomère, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, on va optimiser les conditions de pH et température et on va jouer surtout sur la température parce que c'est la température, c'est elle qui va favoriser la polymérisation. Donc, je vais essayer de vous rapprocher l'idée. C'est comme la préparation du flan. Vous connaissez tous le flan. On va mettre le flan, le lait. D'accord? Le lait, c'est un liquide. On a la solution, elle est liquide, mais après un chauffage, la solution, elle devient visqueuse. Par la suite, on met le flan dans des moules et on met à basse température, au réfrigérateur. Donc le flan, qu'est-ce qui va se passer? Le flan, il va se solidifier.
C'est le même principe. Donc on va prendre la solution enzymatique, on va ajouter le gel sous forme de monomère, on va jouer sur la température. Par la suite, le gel va se polymériser et conduit à la formation d'un réseau tridimensionnel à l'intérieur duquel se trouve l'enzyme. Donc l'enzyme, elle est emprisonnée, elle est piégée à l'intérieur de notre réseau. Bon, une chose assez importante, c'est que cette méthode, elle diffère des méthodes décrites auparavant, dans la mesure où l'enzyme, elle n'est pas liée à la matrice. Si vous avez remarqué, l'enzyme, elle n'est pas liée à la matrice, c'est-à-dire il n'y a pas une interaction directe avec la matrice. Il n'y a pas une interaction directe. C'est juste que l'enzyme, elle est piégée à l'intérieur. On a piégé, on a emprisonné l'enzyme à l'intérieur. D'accord? Bon, j'ai expliqué précédemment qu'on a joué sur la température, le chauffage. Donc, on doit toujours chauffer pour polymériser, c'est-à-dire pour former le gel. Bien sûr, la température, elle dépend de la nature du polymère utilisé. Le polymère, c'est le gel. On a différents types de gel que je n'ai pas cité ici. On a l'alginate, le carragénane et ainsi de suite. Il faut se souvenir, bon, c'est des polysaccharides. D'accord? C'est des polysaccharides. Il faut donc quand j'ai cité donc on a l'alginate ou le carragénane, d'accord? L'alginate, le carragénane, c'est des polysaccharides. Comme le carragénane, elle est utilisée dans la préparation de cornets de bœuf, elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire, d'accord? Parce qu'elle permet de solidifier ou là de former des agrégats. Voilà l'objectif de formation de gel. Donc elle permet de donner une certaine consistance gélatineuse, d'accord? Maintenant, la technique d'inclusion, soit on prépare ou là, on fabrique à la fin une matrice de gel comme celui-là, comme celle-là, ou bien les fibres. On a l'exemple de fibres, je ne l'ai pas cité pour minimiser le nombre de cours. C'est clair? Parce que la préparation des fibres, elle est beaucoup plus complexe que celle de matrice de gel. C'est clair? Donc, on va se contenter de ça. Maintenant, concernant les avantages et les inconvénients de cette technique, on commence tout d'abord toujours par les avantages. Concernant l'immobilisation par inclusion, on n'a pas de changement de propriété intrinsèque de l'enzyme. C'est-à-dire l'enzyme, elle ne change pas. D'accord? Parce que l'enzyme, elle est protégée, elle est emprisonnée à l'intérieur. La deuxième des choses, elle permet en une seule étape d'immobiliser la totalité des enzymes. C'est-à-dire que on va mettre la solution enzymatique plus le gel sous forme de monomère, on va augmenter la température et hop, on va avoir notre matrice. Une seule étape et on permet d'immobiliser. Les autres méthodes d'immobilisation, on immobilise l'enzyme sur plusieurs étapes, c'est-à-dire on ajoute par exemple l'agent réticulant ou l'agent d'activation. Certains enzymes, comment dirais-je, se lient. Par la suite, on va lier le deuxième groupe d'enzymes, le troisième groupe. C'est-à-dire qu'on aura besoin de plusieurs étapes afin d'immobiliser toutes les enzymes. Non. Une seule étape pour immobiliser toute la concentration enzymatique utilisée initialement. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de modification chimique parce que le gel, il est inerte chimiquement. Donc, l'enzyme, elle est stable, elle ne va pas changer ni de conformation ni de caractéristiques. Un autre paramètre, c'est qu'on aura besoin juste d'une concentration minime d'enzymes. Pour quelle raison? Parce que tous les enzymes sont piégés à l'intérieur. Il n'y a pas de perte. Parce que l'enzyme, elle est piégée à l'intérieur. Et bien sûr, la disponibilité de différentes formes. J'ai expliqué le cas de matrice de gel. Il y a aussi l'exemple de fibres. Vous pouvez consulter à titre indicatif le polycopie page 13 pour avoir plus d'informations concernant l'inclusion dans des fibres. Et bien sûr, si vous avez des questions concernant ça c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés par les études en dehors des examens. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des informations, n'hésitez pas à me contacter. Et je peux faire même des vidéos, même après l'examen, je peux faire des vidéos pour vous parce que c'est dans votre intérêt, parce que vous aurez besoin de toutes ces informations si vous allez passer un concours de doctorat. D'accord? Parce que c'est assez important. L'enzymologie appliquée, c'est une partie intégrante de pas mal de modules. Vous allez voir ça l'année prochaine. En Master 2, principalement les modules comme le cas de biotechnologie de l'environnement, base en génie des procédés, et ainsi de suite. C'est très important.
Bon, concernant les inconvénients de cette méthode, bon, le premier inconvénient, c'est la difficulté de mettre en œuvre. La difficulté réside dans la polymérisation. C'est comment on peut avoir une bonne polymérisation. Et surtout, c'est dans le cas de fibres, parce que j'ai pas expliqué dans cette vidéo l'inclusion dans des fibres, mais l'inclusion dans des fibres, elle est très complexe et elle nécessite un appareillage spécifique, des machines spécifiques. C'est pour cette raison-là, on a parlé de difficulté de mettre en œuvre. Dans certains cas, on a des fuites d'enzymes à travers la matrice au cours de l'utilisation. C'est-à-dire, certes, que l'enzyme elle est piégée à l'intérieur de la matrice, mais dans certains cas rares, on peut avoir des fuites, des pertes. C'est-à-dire l'enzyme, elle sort du gel. Le troisième inconvénient, seuls des substrats et des produits de faible poids moléculaire peuvent être utilisés. À votre avis, pour quelle raison? C'est tout simplement pour passer à travers la maille de la matrice de gel. Donc le substrat et le produit, pour avoir un passage facile à travers les mailles, ils doivent avoir un poids moléculaire faible, d'accord, pour faciliter le passage. Le quatrième inconvénient, c'est qu'elle n'est pas applicable pour tous les enzymes. Bon, principalement, l'inclusion, elle nécessite ou elle cible les enzymes de poids moléculaire élevé pour ne pas passer à travers les mailles et y avoir une fuite par la suite. Donc les enzymes qu'on utilise lors de l'inclusion, c'est des enzymes à grand poids moléculaire. Les enzymes à faible poids moléculaire sont très déconseillés lors de l'inclusion. Le cinquième inconvénient, c'est les groupements actifs de l'enzyme, c'est-à-dire les groupements fonctionnels actifs de l'enzyme qui sont libres, peuvent réagir avec la matrice, avec le gel. Certes, le gel il est inactif chimiquement, mais dans certains cas, surtout dans le cas où le gel utilisé il est de type organique, comme le cas de polysaccharides. Dans certains cas, on peut rencontrer des groupements fonctionnels libres qui peuvent entrer en réaction avec les groupements fonctionnels de l'enzyme. Donc, ce qui va entraîner une diminution de l'activité catalytique. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là, lors de l'inclusion, il est beaucoup plus préférable d'utiliser des gels inorganiques, comme le cas de polyacrylamide. Donc, moi, personnellement, les biochimistes, d'une manière générale, préfèrent d'utiliser, dans le cas de l'inclusion, pour piéger les enzymes, comme les polyacrylamide, d'accord, par rapport aux polysaccharides, comme le cas de l'alginate ou le carragénane. J'ai oublié de vous citer ça. L'alginate ou le carragénane, c'est comme l'agar-agar, c'est des produits qui proviennent d'algues. C'est-à-dire l'extraction, elle est effectuée à partir d'algues. C'est comme le cas de l'agar-agar ou de l'agarose. D'accord? Le dernier inconvénient, c'est les conditions de polymérisation. C'est-à-dire pour avoir une bonne polymérisation de notre gel, on doit surveiller principalement la température. D'accord? Ou la température, dans certains cas, si elle est assez élevée, elle peut dénaturer les enzymes. Donc là, c'est un inconvénient. Pour quelle raison? Parce que j'ai besoin de la température pour avoir une bonne polymérisation et en même temps, la haute température, elle peut dénaturer l'enzyme. Maintenant, la température utilisée pour polymériser le gel, elle dépend de la nature du gel, elle dépend de la molécule. Le polyacrylamide, il est différent de l'alginate, il est différent de carragénane, de la gélatine, de l'agarose, et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. La dernière méthode physique, c'est d'immobilisation, c'est la micro-encapsulation ou bien le confinement membranaire. Donc vous voyez ici, même en biochimie, on a le confinement. Mais cette fois-ci, c'est un confinement scientifique, c'est un confinement membranaire. Donc, dans le cas de l'immobilisation par micro-encapsulation, les enzymes sont immobilisées, ils sont enfermés dans des membranes polymères sphériques semi-perméables. Donc la porosité de la membrane semi-perméable, elle est contrôlée et elle varie de 1 jusqu'à 1000 micromètres.
D'accord? Donc, l'enzyme, elle est piégée à l'intérieur d'une membrane sphérique semi-perméable. À votre avis, pour quelle raison semi-perméable? C'est pour permettre à la fois le passage de substrat à l'intérieur, elle permet également la sortie du produit et elle empêche le passage de l'enzyme. Donc, également dans le cas de la micro-encapsulation, l'enzyme, elle doit être d'une taille moléculaire élevée, d'un poids moléculaire élevé pour empêcher sa sortie. D'accord? Et bien sûr, on a différents types de membranes qui varient dans leur porosité, varient de 1 jusqu'à 1000 micromètres. Maintenant, on a deux types de membranes. On a les membranes semi-perméables permanentes et non permanentes. Permanentes et non permanentes en fonction de constituants. Donc, on a les membranes permanentes, c'est comme le cas de nitrate de cellulose et de polystyrène. C'est des membranes permanentes, c'est des membranes réelles. Et on a les membranes non permanentes, ce qu'on appelle les membranes virtuelles. C'est comme le cas de la membrane liquide émulsionnée, les MLE, membranes liquides émulsionnées. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les membranes liquides émulsionnées. Donc, comme son nom l'indique, les membranes permanentes, c'est des vraies membranes, des membranes réelles. Alors que les membranes non permanentes, c'est des membranes virtuelles, ce n'est pas des vraies membranes. Et je vais essayer de vous expliquer. Avant d'expliquer ça, quand on met de l'huile dans l'eau, ou l'huile avec du vinaigre, et quand on agite, on va remarquer l'apparition de petites gouttelettes. Le principe, il est presque le même. Parce que lors de la fabrication des membranes liquides émulsionnées, on fait disperser sous une vitesse d'agitation importante une phase aqueuse. Une phase aqueuse. La phase aqueuse, on l'appelle également phase interne ou bien phase réceptrice. Donc, on va mélanger cette phase aqueuse avec une phase huileuse. Donc, l'eau plus huile, tout simplement, sous agitation. Donc, on va, bien sûr, quand on va ajouter la phase aqueuse plus la phase huileuse, on va ajouter ce qu'on appelle un tensioactif. L'agent tensioactif, c'est quoi son rôle? C'est de stabiliser l'émulsion le mustahlab. Généralement, par exemple, on prépare la sauce vinaigrette. On met du vinaigre avec de l'huile. Quand on agite, on va avoir l'émulsion. Si on va déposer la bouteille ou le récipient, au bout d'un certain moment, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer deux phases, la phase aqueuse ou la phase huileuse, la séparation des deux phases. D'accord? Donc, pour avoir une bonne émulsification, donc on doit ajouter un agent tensioactif. Un agent tensioactif. Bien sûr, toute l'explication que je suis en train d'expliquer, elle se trouve dans la page 15 du polycopier. Parce que j'ai évité d'écrire ici, parce que j'ai déjà écrit ça. Donc, je vais me concentrer sur l'explication. Pour les étudiants qui veulent plus de détails sur ce que je suis en train d'expliquer, ils peuvent consulter la page 15, le dernier paragraphe, concernant les membranes liquides émulsionnées. D'accord? Donc, le principe, il est basé sur ça. Donc, on va prendre de l'eau plus de l'huile et on va ajouter un agent tensioactif et on va agiter avec une vitesse importante. Donc, cette émulsification, elle va générer des gouttelettes. Vous voyez le curseur, elle va générer de petites gouttelettes. Ces gouttelettes, ils ont un diamètre de 0,1 jusqu'à 10 micromètres. De 1 jusqu'à 10 micromètres. De la phase interne, dispersée dans la phase de membrane. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ici à l'intérieur, le bleu foncé. C'est la phase interne. La phase interne, c'est quoi? C'est la phase aqueuse. C'est-à-dire l'eau, il se trouve à l'intérieur. C'est clair? Tout autour, c'est la phase huileuse. Tout autour, c'est la phase huileuse. Et vous voyez ici, le bâtonnet, c'est l'agent tensioactif. Donc, c'est l'agent tensioactif qui permet de maintenir les gouttelettes très fines. Vous voyez les gouttelettes, 3 gouttelettes, et on a la grande boule.
d'un diamètre de 0,1 jusqu'à 2 mm cette fois-ci. Comment on peut obtenir? C'est le même principe, c'est toujours la phase aqueuse, la phase huileuse tout autour, et ici c'est l'agent tensioactif qui va permettre de maintenir. Les grandes boules, les grandes gouttelettes sont obtenues suite à une agitation assez importante. Donc la première agitation, elle va engendrer les petites gouttelettes. Plus d'agitation engendre les grandes gouttelettes. Maintenant, je vais continuer. Donc ça, c'est la phase externe. Ça, c'est la phase externe. Donc ici, c'est la phase interne, appelée également phase réceptrice ou la phase aqueuse. C'est l'eau. Ici, vous voyez ici, à l'extérieur des gouttelettes, on a ce qu'on appelle la phase organique. Ou c'est la membrane liquide émulsionnée ou la membrane organique. D'accord? C'est la phase huileuse, c'est l'huile. Et ici, on a ce qu'on appelle la phase, le bleu foncé, c'est la phase externe. L'enzyme se trouve dans la phase externe. L'enzyme se trouve dans la phase externe. Donc, l'enzyme qui se trouve ici dans la phase externe va diffuser ou transporter, d'accord, ou de la phase externe, appelée également phase d'alimentation, vers la phase interne, c'est-à-dire ici, vers le milieu aqueux. C'est-à-dire il va passer d'ici vers ici. D'accord? Bien sûr, en traversant la phase organique. Donc, l'enzyme qui se trouve dans la phase externe, la phase d'alimentation, va pénétrer en traversant la phase organique, il y a la phase huileuse, et va regagner la phase interne. Donc, la phase organique, elle joue le rôle de quoi? Et ici, elle va jouer le rôle de barrière, de frontière, de membrane. C'est pour cette raison-là qu'on parle d'une membrane liquide émulsionnée. Membrane liquide émulsionnée. Ou pour quelle raison elle est virtuelle? Parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie membrane. C'est une membrane virtuelle. D'accord? Elle est effectuée suite à une émulsification. D'accord? Donc, quand l'enzyme, bien sûr, passe à l'intérieur de la phase aqueuse, il va bien sûr catalyser. Donc, pour quelle raison on a dit non permanente? Parce que si on arrête l'agitation, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain moment, on aura la dissolution, on aura la séparation des deux phases, la phase huileuse et la phase aqueuse. J'espère que c'était clair pour vous. Donc, je vais essayer de récapituler. Donc, afin d'avoir ou de former une membrane liquide émulsionnée, la membrane virtuelle, on doit avoir recours à on va ajouter dans le même récipient de l'eau, de l'huile et un agent tension actif pour avoir et on agite pour avoir une bonne émulsification. Au bout d'un certain temps, on va avoir la formation de petites gouttelettes qui ont un diamètre de 0,1 jusqu'à 10 micromètres. Les gouttelettes, ils sont formés de quoi? Ils sont formés à l'intérieur de la phase interne appelée également phase aqueuse. L'extérieur, c'est la phase huileuse, d'accord? C'est la phase huileuse ou bien la phase de membrane liquide organique ou la membrane liquide émulsionnée. C'est la même chose. Au bout d'un certain temps d'agitation, on va former de grandes gouttelettes de 0,1 de 2 mm avec toujours la même explication. L'enzyme, il se trouve à l'extérieur. Donc, pour passer à la phase aqueuse, pour pouvoir catalyser le substrat, il doit pénétrer à travers la phase organique. La phase organique, c'est elle qui représente virtuellement la membrane liquide émulsionnée. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me contacter et je vais essayer de réexpliquer une autre fois. D'accord? Et si vous avez besoin de plus d'informations ou bien du paragraphe qui explique cette partie-là, vous pouvez consulter la page 15. Les enzymes sont également capsulées ou encapsulées dans des liposomes. C'est quoi les liposomes? Les liposomes, c'est des vésicules artificielles formées d'une bicouche phospholipidique concentrique, c'est-à-dire sphérique, d'accord, emprisonnant un compartiment aqueux. Vous voyez ici le compartiment aqueux. Là, il y a le compartiment aqueux, c'est comme le cas des MLE, d'accord. Toujours, on a pardon, je dois chercher le curseur.
on a le compartiment aqueux où s'effectue la catalyse enzymatique. Donc l'enzyme, il doit passer à l'intérieur du milieu aqueux. Il doit traverser cette couche phospholipidique. Donc vous voyez ici des boules en rose et vous voyez ici les queues en vert ou le bleu. C'est un vert, bleu-vert. Essentiel. Vous voyez ici, c'est les chaînes d'acide gras. D'accord? Ça, les chaînes d'acide gras, c'est des queues hydrophobes. Alors, hydrophobe, vous voyez, alors emprisonné entre les phospholipides. Les phospholipides, les boules rouges, roses. D'accord? C'est logique, madame, la queue, elle est hydrophobe. Donc, elle est à l'abri. Donc, elle est emprisonnée entre la bicouche, la première couche, la deuxième couche phospholipidique. C'est pour cette raison-là que j'ai dit couche phospholipidique. Donc, cette partie-là en bleu-vert, c'est une partie hydrophobe. Et le rose ici, c'est la partie hydrophile. C'est bien. Donc, on appelle ça les têtes polaires hydrophiles. Parce qu'à l'intérieur, on a le blanc. C'est la partie aqueuse ou le milieu aqueux où l'enzyme va traverser le liposome pour être emprisonnée ici. Donc, l'enzyme, elle est encapsulée dans des liposomes. C'est clair? Et bien sûr, il y a comment dirais-je, les phospholipides à l'extérieur parce qu'ils vont être en contact de la solution. Donc, la partie hydrophile, elle est à l'extérieur pour être en contact avec la solution externe. Et bien sûr, on a à l'intérieur pour être en contact avec le milieu aqueux. Tandis que les chaînes d'acides gras qui sont hydrophobes sont localisées entre la bicouche phospholipidique. Voilà la bicouche, la première couche, la deuxième couche. Donc bicouche, double couche. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment on peut immobiliser l'enzyme par micro-encapsulation dans un liposome? Je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Donc, en premier lieu, c'est un bécher. Donc, on va mettre en contact. Vous voyez ici le Pac-Man rouge. Il représente l'enzyme. Et ici en vert, vous voyez la bicouche phospholipidique en rose. Et vous voyez ici le vert pistache. C'est les queues hydrophobes. Donc, ça, c'est des liposomes. Donc, on va mettre l'enzyme en contact de liposome dans une solution. Maintenant, j'ai dit une solution, je n'ai pas précisé quel type de solution. Tout simplement, la solution, elle dépend de la nature de l'enzyme utilisée. Donc, on a plusieurs tampons qu'on peut utiliser. 25, c'est la température optimale de paillasse. C'est la température du laboratoire. C'est la température optimale. Bien sûr, le pH de la solution, il dépend de la nature de l'enzyme. C'est clair? Par la suite, le mélange est chauffé à 45 degrés Celsius. La même chose ici. La température, j'ai mis cette température à titre indicatif. Pour quelle raison j'ai choisi 45? C'était au pif, au hasard. La température, elle dépend de la nature de liposome, de la nature de l'enzyme. Donc, elle peut être 45, 50, 60, 65, 55. Tout dépend. C'est clair? C'est juste à titre indicatif. C'est juste un exemple pour vous éclaircir les idées. Donc, une fois on a chauffé le mélange, le chauffage va permettre l'ouverture de certains pores dans la membrane lipidique du liposome. D'accord? Donc, on a ouvert certains pores. Donc, cette ouverture, elle permet le passage de l'enzyme à l'intérieur. Donc, vous voyez ici le Pac-Man, l'enzyme, elle va pénétrer à l'intérieur. Donc, vous voyez l'enzyme, elle est piégée à l'intérieur. Une fois l'enzyme elle est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire descendre la température à la température ambiante. C'est-à-dire, 45, on va la descendre à 25. Qu'est-ce qui va se passer? Les pores vont se refermer une autre fois. C'est très bien. Donc, une fois les pores sont refermés, donc l'enzyme, elle est à l'intérieur. Donc, l'enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va catalyser le substrat. Bien sûr, le substrat, il est passé quand les pores sont ouverts. C'est clair? Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut immobiliser les enzymes dans des liposomes. C'est très facile. Donc, on va mettre l'enzyme en contact avec le liposome à température ambiante, à un pH et à une température bien déterminée en fonction de la nature de l'enzyme et de liposome qu'on utilise. Après un chauffage
à une température X qui dépend toujours de la nature de liposome et de l'enzyme. C'est-à-dire, on doit bien sûr utiliser une température qui n'est pas assez haute pour ne pas dénaturer notre protéine, bien sûr, liée à l'enzyme. Bon, la température, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre l'ouverture de certains pores. L'enzyme va pénétrer à l'intérieur. On va regagner la température optimale de Paillasse qui est 25 degrés Celsius. Et de cette manière, on a emprisonné l'enzyme à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer juste une chose. Quand on parle de la micro-encapsulation, que ce soit dans les membranes semi-perméables ou bien dans les liposomes ou bien le MLE, la technique en elle-même, la technique de micro-encapsulation, elle est utilisée dans différents domaines. En dehors de l'immobilisation des enzymes, elle est utilisée dans la fabrication des médicaments, principalement les gélules. Vous connaissez tous les gélules. Bon, on a les comprimés et on a les gélules. Les comprimés, c'est comme Doliprane, c'est un comprimé. C'est-à-dire, comme la poudre, c'est-à-dire si on va prendre avec le comprimé, donc si on exerce une certaine pression, on va avoir une poudre. Mais c'est une poudre compressée. D'accord? C'est un comprimé. Les gélules, c'est comme qui m'a Proton, avec le traitement qu'on prend pour le Proton. Normalement, vous connaissez Proton, pour l'ulcère d'estomac, d'accord? Ou l'élément d'estomac. On appelle ça une gélule, parce que le principe actif, il se trouve à l'intérieur de la pilule gélatineuse. Donc, une fois on prend la gélule, elle se dissocie au niveau de l'estomac. Et le principe actif, c'est le médicament. D'accord? La poudre, elle se dissocie. Et là, la fabrication de gélules, elle s'effectue par micro-encapsulation. C'est le même principe. C'est juste pour votre culture générale. Maintenant, les avantages et les inconvénients de cette technique. Bon, cette méthode, elle présente plusieurs avantages. Bon, le premier avantage, c'est qu'il s'agit d'une technique simple. Elle n'est pas vraiment complexe. D'accord? Surtout pour l'encapsulation par des membranes permanentes et l'encapsulation par liposome. C'est des techniques simples. Certes, l'immobilisation par MLE, elle est un petit peu complexe, mais d'une manière générale, grosso modo, c'est une technique simple. On peut immobiliser une grande quantité d'enzymes à la fois. C'est comme le cas de l'inclusion, l'immobilisation par inclusion. Là également, on a une faible fuite d'enzymes parce que l'enzyme, elle est immobilisée à l'intérieur d'une structure, liposome ou une membrane semi-perméable, et les pores sont assez restreints pour empêcher la sortie de l'enzyme. La technique en elle-même, la micro-encapsulation, comme j'ai déjà expliqué précédemment, elle est applicable dans différents domaines, en enzymologie et également pour d'autres molécules, principalement les molécules médicamenteuses, les médicaments pour la préparation des gélules, principalement. Bon, cette technique est particulièrement adaptée à l'immobilisation des enzymes sensibles. C'est-à-dire que dans le cas où l'enzyme elle est vraiment sensible, quand je dis sensible à différents paramètres, aux conditions environnementales, aux conditions lors de la catalyse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la protéger. Comment on la protège? En le mettant dans une capsule. C'est clair? Ou là, dans un liposome. D'accord? Donc, principalement, les enzymes sensibles, on les immobilise grâce à la micro-encapsulation. De cette manière-là, l'enzyme, elle est à l'abri de tout type de modification. Cette méthode, elle permet également la co-immobilisation de 2 ou plusieurs enzymes qui catalysent des réactions séquentielles. Je vais expliquer ce point-là. C'est quoi la co-immobilisation? C'est l'immobilisation de 2, 3 ou 4 enzymes en même temps. Pour quelle raison? Parce que dans certains cas, on a des réactions séquentielles. C'est quoi la réaction séquentielle? Une réaction séquentielle, par exemple, on a le substrat A et le produit, c'est D. Pour arriver à D, on doit passer de A jusqu'à B, catalysé par l'enzyme A. Le B, C, c'est la réaction 2. Mais C, D, l'enzyme 3. Donc, pour catalyser le substrat A en substrat D, on doit passer par le B et le C. Des intermédiaires métaboliques. Intermédiaires métaboliques, le cours numéro 2. D'accord?
Et bien sûr, dans ce cas-là, la réaction séquentielle, est-ce qu'on a catalysé les deux réactions par la même enzyme? Non. On a catalysé par le biais de deux enzymes. On appelle ça une réaction séquentielle, c'est par séquence. La première séquence, on a un produit intermédiaire B qui jouera le rôle de substrat lors de la deuxième réaction pour le catalyser en produit C. Par la suite, le produit C va jouer le rôle d'un substrat pour la troisième réaction et il va donner le produit D, le produit final. Donc, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le substrat en contact de trois enzymes et on appelle ça la co-immobilisation. La co-immobilisation. J'espère que c'est clair concernant ça. Maintenant, on passe aux inconvénients de cette technique. L'inconvénient majeur, c'est la limitation de la diffusion à travers la paroi de la capsule. Quand je parle de la limitation de la diffusion, je parle principalement de la diffusion du produit. Parce que les pores, surtout dans le cas de liposome, quand les pores de liposome sont resserrés ou sont renfermés pour une deuxième fois, ça sera très difficile de faire sortir le produit. Certes, le produit peut sortir, mais la diffusion, elle est très faible. La diffusion, c'est le passage du produit du milieu intérieur vers le milieu extérieur. La diffusion, on appelle ça diffusion faible. D'accord? Donc, le passage du produit vers l'extérieur, il n'est pas vraiment facile. Et ça représente un inconvénient par rapport à cette technique. La deuxième des choses, c'est la limitation de la taille des pores. C'est-à-dire, seules les molécules ou les petites molécules, que ce soit pour le substrat ou pour les produits, sont capables de traverser cette membrane. C'est pour cette raison-là que cette technique-là, elle est limitée à un certain type de substrat et de produits qui ont une faible taille ou la poids moléculaire, un faible poids moléculaire. Parce que tout simplement pour faciliter le passage de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa. J'espère que c'est clair. Là, c'est une méthode qui ne présente pas assez d'inconvénients, mais ça reste que. Donc, si vous avez remarqué que ce soit pour les méthodes d'immobilisation physique ou bien l'immobilisation chimique, toutes les méthodes présentent des avantages et des inconvénients. Donc, il n'y a pas une meilleure méthode. Toutes les méthodes sont utilisées selon les circonstances, selon le type d'industrie, selon l'enzyme, selon les conditions, les moyens de laboratoire ou bien d'industrie. Tout dépend de ces paramètres-là. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. Ça sera le dernier cours dispensé pour ce module-là. Vraiment, vous n'avez pas eu assez de cours. C'est juste un résumé du module. Pour les gens qui sont intéressés de continuer de suivre le module, on peut le faire après la fin des examens. Essayez juste de me contacter. Maintenant, je m'adresse aux étudiants qui sont vraiment intéressés par des études supérieures, d'accord, et non pas par la note en elle-même. Donc, c'est ainsi que s'achèvent nos cours. Je voulais juste, avant de clôturer, je me souviens d'une information importante. Concernant la séance passée, quand j'ai parlé des tampons de Lise, on a parlé des agents chélateurs. Maintenant, c'était pas un problème, mais bon. En français, on dit un agent chélateur, même si ça s'écrit avec un CH. La fois passée, j'ai dit agent chélateur. Ouais, c'est pas faux. Bon, je vais vous expliquer la différence. Normalement, en français, vu que les cours sont dispensés en langue française, on dit un agent chélateur. Mais en anglais, on dit chélateur. Chélateur agent. Chélateur en anglais, chélateur en français. C'est clair? C'est juste, je me suis trompée parce que durant ces 2 ans-là, j'ai dispensé des cours en langue anglaise. C'est pour cette raison-là que maintenant, comme si ma mémoire elle est programmée, donc je me suis trompée. Donc je m'excuse. Donc c'est pas vraiment faux. Donc j'ai utilisé juste la version anglaise du mot. Chelator agent, chelator en anglais, ou bien un agent chélateur. Même ça s'écrit avec un CH. J'espère que c'est clair pour vous. C'est juste une petite remarque pour ne pas se tromper.
D'accord? Donc, vu qu'on est en train de dispenser les cours en français, donc on doit prononcer les mots en français. C'est juste que j'ai un petit... parce que ça fait 2 ans que j'ai pas enseigné en français. Durant ces 2 ans-là, j'ai utilisé uniquement l'anglais, donc je m'excuse pour l'inconvénient. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Les étudiants qui m'ont contacté via email, je vais vous répondre demain. Par des appels téléphoniques parce que je ne peux pas vous répondre donc je dois vous répondre verbalement, d'accord? Donc soit je vais enregistrer une vidéo pour que tous les étudiants bénéficient de vos questions parce que vous avez posé, surtout il y a 2 étudiantes qui ont posé de très très bonnes questions. Sinon, je vais vous répondre par téléphone, je vais vous appeler et je vais vous expliquer les parties que vous n'avez pas saisies. C'est clair pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ce soir ou bien demain. Je reste à votre entière disposition demain pour répondre à toutes vos questions. Il y a une chose avant de clôturer pour les étudiants qui n'ont pas enregistré sur le site. Le site ce soir il est ouvert. Je vais le clôturer demain matin. Les étudiants qui n'ont pas inscrit, vous n'aurez pas le droit à passer l'examen parce que le site il est ouvert depuis le 28 octobre. Donc demain c'est presque le 25, c'est presque un mois. Et donc pour les étudiants qui n'ont pas inscrit, donc tant pis pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Donc j'ai décalé l'examen pour vous, pour que vous puissiez inscrire. Donc c'est votre dernière chance. Sinon vous n'aurez pas comment accéder à l'examen. Pour les autres étudiants qui sont inscrits, demain, Inch'Allah, je vais vous envoyer des emails de confirmation. Donc, les étudiants qui vont recevoir demain un email de ma part, c'est les étudiants qui sont concernés par l'examen. Donc, bon courage et on se verra dans d'autres cours. À la prochaine.